la démocratie directe, alors je vais lire les 3 lignes d'introduction. La crise de légitimité des partis politiques et des élus, surtout nationaux, remet en cause le système représentatif libéral. La démocratie directe et le RIC sont revendiqués. De quoi parle-t-on exactement? Comme on est au pays de Descartes, j'aime bien, moi, savoir de quoi on parle. Alors, c'est quoi le système représentatif? Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'aime bien les définitions simples. Ce qui se conçoit bien s'exprime bien. Alors, c'est le système représentatif. Vous remarquerez que je ne dis pas démocratie représentative. Parce que la démocratie représentative n'est pas une démocratie. Donc, le système, c'est un système d'organisation, le système représentatif du pouvoir, qui a été inventé par un certain nombre de révolutionnaires, entre guillemets. Et j'ai l'habitude de citer surtout, on pourra en citer d'autres, hein. J'ai déjà fait cet après-midi, Sieyès, qui est un individu qui est tranquillement mort dans son lit, contrairement d'ailleurs à tous les révolutionnaires qui ont agi efficacement de 89 à 94, puisque vous serez d'accord avec moi pour dire que la révolution s'arrête un certain 27 juillet 1794, le jour de Thermidor. Et donc, pour ce monsieur Sieyès, qui était un ecclésiastique un peu particulier, les citoyens sont d'abord incapables de décider par eux-mêmes. Voilà, je reprends sa formulation. Ce sont des instruments bipèdes, Dixit Sieyès. Il leur faut donc des représentants, puisque ces citoyens, passifs pour la plupart, sont des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et de penser. Il leur faut des représentants qui pensent et décident pour eux. Et c'est toujours ce modèle-là qui sert de modèle d'organisation pour le système représentatif 2 siècles et quelques années après la Révolution française et après le 9 Thermidor. Bon, on en a déjà parlé un petit peu cet après-midi. Vous aviez à l'époque de la Constitution, la monarchie constitutionnelle, hein, puisque la Révolution s'est traduite dans un premier temps par une monarchie constitutionnelle, jusqu'au 10 août 1792. Et cette monarchie constitutionnelle était organisée avec 2 catégories de citoyens, les citoyens passifs et les citoyens actifs. Donc je vous renvoie donc, on en a parlé tout à l'heure, cet après-midi, au grand discours de Robespierre sur le marc d'argent, qui est un exemple, on n'a pas fait mieux sur la présentation de ce que doit être un citoyen ou une citoyenne dans une république telle que celle que voulaient fonder nos ancêtres politiques, qui sont les montagnards de l'époque. Donc c'est toujours ce système qui fonctionne aujourd'hui, sauf que nous sommes toujours des citoyens passifs. C'est-à-dire qu'on nous demande de voter, une fois tous les 5 ou 6 ans, selon qu'il s'agit de municipal, de départemental, de régional ou de national, soit au scrutin direct, au suffrage universel direct, soit au suffrage indirect, vous le savez, pour les sénateurs. Et ensuite, nous sommes tranquillement confiés à rentrer dans nos foyers, et ce sont les élus qui décident et agissent pour nous, jusqu'à la prochaine élection, où on a seulement la possibilité, si on n'est pas content de ces élus, d'en changer, une fois tous les 5 ou 6 ans. Voilà les principes fondamentaux de la démocratie, du système représentatif. Et on fonctionne toujours sur ce modèle. Bien. On comprend donc que l'essence du mouvement des Gilets jaunes, c'était effectivement d'essayer de renverser ce système. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours un mouvement tout à fait considérable. Alors, on parle beaucoup de démocratie directe. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça veut dire tout et n'importe quoi.
Je lui préfère, comme je l'ai déjà dit, le terme de démocratie délibérative. Alors c'est quoi la démocratie délibérative? C'est un système de pouvoir, un système d'organisation collective dans lequel le peuple est vraiment la source unique de la loi, à l'exclusion de toute représentation. Car la souveraineté, Rousseau-Dixit, ne se délègue pas. Et par conséquent, ce sont les citoyens et les citoyennes qui sont appelés à prendre les décisions eux-mêmes. Donc, contrairement à ce qu'on appelle l'oligocratie, qui est l'oligarchie, la démocratie directe redonne le pouvoir aux citoyens, qui en avait été largement dessaisi par la représentation. Le pouvoir qui l'emporte sur tous les autres dans ces conditions, c'est, comme on a dit cet après-midi, le pouvoir législatif. Tous les autres pouvoirs sont subordonnés au pouvoir législatif, le pouvoir législatif qui est l'expression de la souveraineté du peuple. Souveraineté nationale, souveraineté populaire. Vous savez que un certain nombre de juristes ont essayé de différencier ces deux choses. En 1792-1794, la nation était une conception déjà révolutionnaire. Bien. Et à partir du moment où c'est le pouvoir législatif qui est l'expression de la souveraineté du peuple, on s'aperçoit que la prétendue théorie de la séparation des pouvoirs ne tient pas. Aujourd'hui, je parle. Donc je fais un bond de 2 siècles et des poussières. Donc on en a déjà un petit peu parlé hier, puisqu'on s'aperçoit que 90% des lois aujourd'hui sont soit issues des projets de loi gouvernementaux, soit issues des intégrations de réglementations et de directives européennes. Donc le Parlement n'est absolument pas un pouvoir législatif souverain. Et même chose pour le pouvoir judiciaire, on l'a déjà un petit peu dit, puisque le parquet est totalement contrôlé par le gouvernement et que, y compris les magistrats du siège, sont contrôlés à leur tour par le système qui est le système de toute la fonction publique, d'État, territoriale ou hospitalière, qui est un système naturellement de notation-avancement qui donne la possibilité aux ministres ou aux délégués des ministres de naturellement faire avancer les gens selon leur soumission au pouvoir. Alors voilà, vous vous souvenez de ce qui s'est passé encore une fois au niveau des magistrats entre 1940 et 1944. J'y reviens pas. Le Parlement, donc, d'autant plus après la réforme de 2008, n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, puisqu'il y a eu inversion des scrutins. On commence par le scrutin présidentiel et on continue et termine par le scrutin législatif, ce qui fait que pression est faite, naturellement, auprès des électeurs pour que on envoie au Parlement une majorité qui va être la claque du président élu quelques semaines avant. Voilà. Et donc, en démocratie directe, c'est au contraire le peuple qui contrôle le pouvoir législatif et, par conséquent, tous les autres pouvoirs qui lui sont subordonnés. On voit donc que la démocratie représentative, entre guillemets, n'est qu'un théâtre d'ombre pour 2 raisons principales que j'ai déjà un petit peu dites. La première raison, c'est que le pouvoir du peuple est confisqué par les représentants qui ne sont pas contrôlés, qui ont donc tous les pouvoirs de penser et décider pour leurs électeurs, pour leurs commettants, comme dirait Robespierre. Et la souveraineté politique est donc, deuxièmement, passée directement, constitutionnellement, donc entre les mains de l'Union européenne.
Ce qui fait qu'effectivement, après ce type de hold-up qui a transformé le TCE refusé par le peuple en traité de Lisbonne, ce qui fait que donc, la quasi-totalité des lois proviennent soit du gouvernement, soit de la Commission européenne. On a l'habitude aussi, une incidente, de parler de démocratie participative. Alors c'est une fausse démocratie, la démocratie dite participative. C'est tout simplement, vu la crise de la représentation, une sorte de rustine qu'on a voulu rajouter en faisant semblant, enfin en faisant relégitimer les élus par des techniques, si vous voulez, de démocratie dite représentative, dite participative, pardon. Par exemple, on va faire un comité de quartier qui va discuter des différentes possibilités d'utilisation du budget communal sur tel ou tel quartier, étant entendu que ce sont les élus qui mènent la barque et qui disent quelle part du budget va être utilisée et qui va donner un certain nombre d'orientations. Et il est naturellement facile ensuite de dire à ces élus, vous voyez, je suis démocrate, je consulte mes administrés ou mes commettants. Bien. Troisième point, comment organiser la démocratie, ce coup-ci, la vraie démocratie, délibérative ou directe, comme vous voulez, en respectant la souveraineté du peuple. Parce que c'est le grand enjeu qui est devant nous. Et c'est, comme vous le savez aussi, la principale revendication des Gilets jaunes. Donc il s'agit d'assurer le contrôle du pouvoir politique par la souveraineté du peuple. Alors je prendrai deux exemples que vous retrouverez dans ces deux bouquins. Alors il y en a un qui s'appelle « Vers la démocratie directe » qui est de Christian Laurut, L-A-U-R-U-T. Vous avez ces vidéos sur le net. Et puis un qui s'appelle le RIC, qui est fait par deux profs de droit public sur le référendum d'initiative citoyenne. Mais là aussi, le RIC, comme on l'utilise le terme à tort et à travers, j'ai donc, pour essayer d'être pas trop long, vous me dites hein, si c'est le cas, de vous dire deux mots du référendum d'initiative citoyenne. Moi, je ne fais pas de différence entre le RIC et le RIP, référendum d'initiative populaire, parce que ils se différencient tous les deux de deux autres sortes de référendums. Le référendum plébiscite, bonapartiste, tout le monde connaît ça, et ça a été utilisé, y compris par le général de Gaulle, qui était d'ailleurs un politique qu'on respecte sur un certain nombre d'aspects, mais qui avait un petit peu tendance à dire c'est moi ou le chaos. Bon, le référendum gaulien, c'était quand même la plupart du temps un petit peu ça, même si les sujets du référendum parfois étaient intéressants. Et ça n'est pas non plus le référendum d'initiative partagée de Sarkozy avec sa réforme de 2008, qui exige rien moins que 1/5 du total des députés et des sénateurs, et surtout 10% du corps électoral, donc 47 millions d'électeurs inscrits, ça fait 4,7 millions. Vous êtes au courant, puisque on se bat aujourd'hui pour obtenir la possibilité de faire ce référendum pour les aéroports de Paris. Ça, c'est l'article 11 de la Constitution qui a été modifié donc, en 2008. Et c'est pas non plus le référendum de l'article 89, toujours de la même Constitution, du 4 octobre 58, donc qui est toujours en vigueur, bien qu'elle ait été passablement dénaturée elle aussi, par 24 réformes constitutionnelles, si je ne m'abuse, l'une des dernières étant la plus grave, puisqu'à l'inverse, l'élection président et assemblée, et transforme le septennat en quinquennat, et subordonne donc l'Assemblée nationale au président. Donc, ne pas confondre le RIC ou le RIP avec ce genre de référendum, ni avec, bien sûr, le référendum d'initiative partagée
imposée par Sarkozy, comme pour se faire pardonner le coup d'État qu'il a mené après le référendum de 2005. Voilà, donc le seul RIC que nous, on peut défendre, c'est le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, tel que les Gilets jaunes le souhaitent. Alors il a un certain nombre de conditions, ce RIC, pour être effectivement authentiquement démocratique. Et il y a un certain nombre de conditions qui sont les suivantes. D'abord, il faut savoir qui lance la proposition de RIC. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que les citoyens eux-mêmes. Ça ne peut pas être une personnalité extérieure ou un comité Théodule qui va choisir le moment, le thème et les modalités de ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Et donc c'est lié aussi avec le droit de pétition, avec lequel les citoyens peuvent naturellement demander ce référendum. Ensuite, on peut essayer de voir s'il faut élargir ce droit de pétition à un certain nombre de citoyens. Jacques l'a évoqué cet après-midi brièvement, qui pourraient être les résidents sans droit de vote. Pourquoi seraient-ils exclus de ce droit d'initiative? Donc, qui lance la proposition? Deuxièmement, sur quel support? Un support papier standard, relayé sur le net, avec simplement, pour ne pas trop compliquer les choses, nom, prénom, date de naissance, adresse de l'électeur. C'est ce qui existe d'ailleurs, en gros, pour la campagne qu'on est en train de faire sur ADP. Avec, bien entendu, visibilité publique des signataires, contrôlée par la CNIL. Troisième condition, quel contenu du support? C'est-à-dire l'objet de la pétition, le projet ou la modification défendue que porte ou qui porte la pétition, quelles sont les organisations qui portent la pétition, de simples citoyens individuels, des associations, des partis, des syndicats, donc tout ça c'est à déterminer, et la justification de la proposition, c'est-à-dire un argumentaire solide, pour que le RIC ne soit pas utilisé n'importe comment. L'unité de la matière, c'est-à-dire que on aborde dans un référendum un seul sujet. Alors il peut y avoir plusieurs référendums, mais un référendum ne doit traiter que d'un seul sujet pour écarter les manipulations et interdire tout monnayage de signature, c'est-à-dire tout simplement la corruption. Autre point, c'est le seuil de signature. Alors, il dépend bien entendu de l'échelle territoriale auquel il s'applique, que ce soit la commune, le département. Moi, personnellement, je demande la suppression des régions, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, donc on ne parle pas de la région. Ou au niveau national. Naturellement, les seuils ne seront pas les mêmes. Ensuite, pour ce qui concerne le RIC révocatoire, on peut proposer un nombre de signatures de demande de ce RIC assez nombreuses qui obligerait, par exemple, si par exemple nous avons 2 millions d'électeurs qui demandent à provoquer un référendum sur une nouvelle élection présidentielle, on peut, lorsqu'on a obtenu les 2 millions de signatures, passer directement à l'élection présidentielle, ce qui nous dispenserait donc d'un référendum toujours coûteux à mettre en place. Possibilité. Ensuite, la conformité au droit. Parce que nous sommes des gens qui respectons le droit lorsque le droit est respectable, bien entendu. Et qui contrôlerait également la validité des signatures pour éviter un certain nombre de fraudes. Bon, le Conseil d'État semble être la meilleure structure pour suivre ça. Mais là aussi, il peut y avoir d'autres propositions. Et dans le RIC, le Parlement ne doit absolument pas intervenir dans le processus. Alors, je dis ça parce que
Si vous vous souvenez, il y a un camarade qui a parlé de ça, je ne sais plus quand, hier, ce matin, aujourd'hui, l'exemple de l'Islande. Alors c'est vrai que l'Islande a été une expérience tout à fait intéressante. Ils avaient réussi d'ailleurs le référendum, sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée de soumettre le résultat du référendum à un vote du Parlement. Naturellement, le Parlement a invalidé le référendum et on a vu ce qui se passait depuis en Islande. Autre point, le RIC peut être éventuellement déclenché par le président de la République, mais cela doit se faire automatiquement, sans aucune possibilité d'interprétation, et l'opération doit être concomitante avec, ou pas d'ailleurs, avec une autre élection. Bon, ça a été expliqué tout à l'heure. Et dernière condition, le débat, il doit exister un débat public préalable dans les médias, alors selon les formes dont il a été discuté un petit peu aussi cet après-midi, et avec la création voilà, d'un service public d'information politique citoyenne, vu l'état de nos médias aujourd'hui, sur lequel je ne reviens pas, puisque 9 milliardaires, ça a été dit, contrôlent 90% de la totalité des médias, qu'ils soient écrits, radio, télévision ou autres. Voilà. Je pense que ce sont les principales dispositions qu'il faut respecter pour qu'un référendum d'initiative citoyenne soit pleinement démocratique. Alors, la démocratie directe, c'est aussi un certain nombre d'autres dispositifs, et avant de porter une appréciation sur l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, et qui a rapport bien sûr avec ce que vous a dit Jacques cet après-midi, voilà, nous avons une inflation de bouquins de ce type, qui parlent de la démocratie directe, et qui introduisent un certain nombre de choses qui peuvent être discutables. Alors, ce gars-là, Christian Lorut, qui est un, je ne sais plus ce qu'il est exactement, un haut fonctionnaire quelconque, hein, voilà, peu importe, je suis en train de le lire, donc je n'ai pas fait gaffe à qui il était, mais vous pouvez avoir ces vidéos. Il crée, oui, pardon, voilà, où il y a les SEC. Voilà, il a été le chef d'entreprise, oui, évidemment, jusqu'en 2009, etc. Je vous passe les détails. Et bon, il fait un certain nombre de propositions. Certaines sont intéressantes, méritent la réflexion. D'autres sont totalement à rejeter. Bien. Il propose la suppression pure et simple du Parlement. Donc plus d'Assemblée nationale, plus de Sénat, et leur remplacement par 14 500 agoras. Donc il divise 67 millions, hein, c'est la population française aujourd'hui, dom-tom compris, c'est autour de 67-68 millions, ça change vite, par 3500, 3500 étant la taille critique du nombre d'habitants rattachés à une agora. Donc ce qui fait 14 500 agoras. Il propose une sorte de comité législatif national qui serait chargé de sélectionner les projets de loi qui pourraient être proposés par tout citoyen. Là aussi, selon le niveau territorial, le nombre de citoyens, naturellement, changerait. Et il propose 50 000 signatures pour une loi votée au niveau national. Bien. 500 000 si le projet est constitutionnel, si le projet de loi est constitutionnel. Et à partir du moment où ce comité législatif national a sélectionné donc les projets de loi qui doivent être votés, discutés, toutes les agoras discutent en même temps du même projet. Bien. Et la loi, naturellement, n'est adoptée que si 25 millions plus une voix sont naturellement d'accord pour l'adopter. Voilà. Dans ce projet, vous voyez que l'Assemblée nationale est carrément supprimée. Bon.
je passerai à la critique après. Pour l'instant, je présente les choses. Bon, l'essence de ces dispositions sont celles que je viens de vous dire. Alors, ça, c'est le pouvoir législatif. Donc, effectivement, le pouvoir législatif est pour le peuple, 14 500 agoras, plus de parlement, droit d'initiative, une organisation nationale, désignée par qui, dans quel cadre, il n'est pas très bavard là-dessus, et qui, donc, sélectionne les projets, et les agoras discutent, donc, un projet l'un après l'autre. Bon. C'est pas évident tout ça. Alors, la fonction exécutive, maintenant. Alors, il propose l'élection il appelle ça un gouverneur exécutif. Bon, c'est un gouvernement, hein, ouais, avec un premier ministre, un président de gouvernement, si vous voulez, et des ministres, qui dirige le gouvernement et qui serait élu tous les 5 ans, avec ses ministres, sur scrutin de liste, sur la base d'un programme gouvernemental. Donc l'exécutif ne serait plus nommé, mais élu, qui est complètement différent par rapport à ce qu'on connaît naturellement aujourd'hui. Voilà. Et le gouverneur, autrement dit, on va dire le président ou le premier ministre, comme vous voulez, les ministres et les mandataires territoriaux, placés auprès des agoras, seraient révocables. Donc il introduit l'idée de la révocabilité, donc d'un certain nombre de personnages politiques et de fonctionnaires. Donc vous voyez que les agoras ont un pouvoir de contrôle et de révocation donc, des fonctionnaires. Bon, je vais vous dire après ce que je pense de tout ça personnellement, mais avant, je voudrais faire le tour des nouvelles institutions sur lesquelles il faudra qu'on réfléchisse d'ailleurs, et qui caractérisent la démocratie délibérative. Alors je vous ai parlé du référendum d'initiative citoyenne, je ne reviens pas. Il faut parler 2 minutes du mandat impératif. Alors c'est quoi le mandat impératif? On croit que interdit actuellement par l'article 27 de la Constitution, d'accord? C'est normal, c'est une constitution représentative et non pas délibérative, démocratie délibérative. Donc le mandat impératif, comme vous le savez tous, c'est pas une innovation du XXIe siècle. Ça existait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes démocratique. Il faut faire attention quand on dit Athènes démocratique, hein, parce que vous savez que c'était une démocratie qui ne concernait ni les femmes, ni les esclaves, ni les métèques. Les métèques étant tout simplement les gens qui travaillaient ou qui vivaient à Athènes. Bon. Mais les responsables, si vous voulez, à Athènes, étaient élus ou désignés, et ils étaient sous mandat impératif, avec obligation de reddition des comptes après leur mandat. Donc ils étaient également très contrôlés. On peut parler aussi, parce qu'il n'y a pas qu'à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, entre parenthèses, c'est un système qui a fonctionné 130 ans, la démocratie directe donc à Athènes, avec les limites qu'on vient de dire. Donc ça veut dire que c'est viable, tout ça. Et d'ailleurs, si vous allez à Athènes, je vous invite à aller visiter, jeter un petit coup d'œil sur la Pnyx. La Pnyx, on a d'ailleurs une superbe vue sur l'Acropole. Et c'était, si vous voulez, une sorte d'amphithéâtre naturel, dont l'acoustique est parfaite, je l'ai testé, et qui permettait que 8 à 12 000 citoyens se réunissent. On avait calculé qu'à l'époque, dans l'Attique de cette période, il y avait 20 000 citoyens pour un total de 300 000 personnes, tout compris. Hommes, femmes, enfants, vieillards, esclaves, métèques, etc. Bon. Et les décisions se prenaient dans cette assemblée. Voilà. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de numérique,
Il n'y avait pas de, voilà, de technique qu'on connaît aujourd'hui, et c'est une démocratie qui a fonctionné et qui n'a été liquidée, comme vous le savez, que par le Macédonien Alexandre le Grand et son père, Philippe. Bien, mais il n'y a pas qu'à Athènes. Les sans-culottes entre 1792 et 1794 ont fonctionné sur la technique du mandat impératif, les sections de sans-culottes. Il y avait 48 sections sur Paris. Fonctionnaient également sur la base du mandat impératif, et les responsables de ces sections étaient révocables. On l'oublie souvent. C'est pas n'importe où, c'est chez nous. C'est chez nous. Et à la même époque, il y avait des assemblées primaires, d'ailleurs, je dis ça au passage, qui faisaient qu'un texte de loi voté par la Convention n'était valable que lorsque la totalité, enfin, la majorité absolue des assemblées primaires, il y en avait 3450, j'arrondis, hein, il y en avait une par canton. Voilà, il y en avait donc 3500 et des poussières, peu importe. Une loi n'était réputée adoptée que si la majorité des assemblées primaires la validait. Sinon, elle repassait à la Convention en respectant naturellement les demandes donc, des différentes assemblées primaires. Bon, donc c'est ça le mandat impératif. Et puis on pourrait continuer. La Commune de Paris, naturellement. Et puis on pourrait continuer. Les soviets de 1905. Et puis ceux de 1917. Et puis ceux des conseils ouvriers de la Révolution allemande en 1919. Et puis ceux de la Révolution italienne en 1919 à Milan et Turin. Et puis ceux de la Hongrie, etc. On pourrait continuer comme ça. Et jusqu'au Rojava, actuellement en liquidation brutale, comme vous le savez, par l'invasion des armées turques. Et puis par le Chiapas, au Mexique. On pourrait continuer, j'arrête. Donc vous voyez que ce type d'institution n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà pour le mandat impératif qui, naturellement, comprend la révocabilité des élus. Pas de mandat impératif sans révocabilité des élus. Et je suis content que le Bardem envisage, sous des formes à discuter, hein, ce type de fonctionnement. Le tirage au sort. Bon, ça aussi, le tirage au sort, il faut se méfier de ce truc-là. Un peuple, c'est une communauté politique. Une communauté politique est capable de délibérer. Confier un certain nombre de tâches au hasard, il n'y a rien de moins politique que ça. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Ceci étant, un certain nombre de fonctions peuvent être désignées par tirage au sort. Voilà, c'était le cas à Athènes. Les travaux de l'Assemblée, de l'Ecclésia, étaient préparés par un conseil qui s'appelait la Boulée. Tous les ans, 500 citoyens étaient tirés au sort et organisaient le travail de l'Assemblée, de l'Ecclésia. C'est un exemple. Je ne dis pas qu'il faut revenir au 5e siècle avant Jésus-Christ, naturellement. Hein. Mais regardez, les jurés de cour d'assises sont choisis voilà, par tirage au sort. Ça marche tellement bien, d'ailleurs, que Macron veut les supprimer par la correctionnalisation d'un certain nombre de délits, crimes, et les faire passer aux tribunaux correctionnels. C'est-à-dire que les cours il n'y aurait plus, ou en tout cas beaucoup moins, de justice populaire. Ça serait donc des magistrats professionnels qui seraient chargés d'un certain nombre de procès. Je n'ai pas entendu dire que l'administration de la justice en France était mal faite. Il peut y avoir des problèmes ici ou là, naturellement. Hein. Mais je n'ai pas entendu dire que le système français était plus mauvais qu'un autre. Donc le tirage au sort peut être en effet retenu pour un certain nombre de choses. Même à Athènes, les fonctions très importantes, comme celle de stratège par exemple, c'est-à-dire les militaires, n'étaient pas tirés au sort. Ils étaient élus. Alors ça aussi, c'est à réfléchir. On ne peut pas confier n'importe quelle fonction au tirage au sort. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement réfléchir et travailler. Un service public d'information politique, je l'ai déjà dit.
il ne peut pas y avoir une démocratie digne de ce nom si on n'en finit pas avec, je dirais, l'intoxication idéologique permanente, H24, sur la totalité des médias, qu'ils soient écrits, radiodiffusés ou télévisés. Bon. Et ça, c'est un gros sujet, je pense, qu'il faudra, dans notre projet, aborder et trancher. Bon. Et moi, je rajouterai une autre condition, puisque là, on parle d'un régime politique. Une démocratie, ça n'est pas que de la politique, c'est aussi une économie et des aspects sociaux. Bon, la démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes des entreprises. Voilà. Et je crois que nous ne pourrons pas nous dispenser d'une réflexion sur comment gérer l'entreprise. Alors évidemment, ça suppose qu'on en finisse avec le capitalisme. Bon, mais sans en finir avec le capitalisme. D'ores et déjà, vous le savez, il existe en France et ailleurs. Il y en a au Venezuela, il y en a au Pérou, il y en a en Bolivie, il y en a dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Grèce, il y en a un peu partout. Bon, ce sont des sociétés coopératives de production, plus exactement depuis la loi Hamon, qui a d'ailleurs totalement détérioré les systèmes, mais c'est autre chose, on rentrera dans les détails. Elles s'appellent maintenant les sociétés coopératives et participatives. Je préférais sociétés coopératives de production. Bref. Qui, comme vous le savez, organise la gestion de l'entreprise par le salariat. Tout ou partie des salariés deviennent des sociétaires. Voilà. Et bon, c'est relativement marginal aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important qu'il ne faut surtout pas, à mon avis, sous-estimer. Voilà. Vous avez tous entendu parler de Fralib et autres. Hein. Fralib ayant été à la pointe du combat il y a quelques années, et qui existe toujours. Non seulement qui existe toujours, mais qui a été capable de devenir une entreprise, y compris très attentive aux problèmes d'environnement et aux problèmes de qualité de la production. Voilà. Ce qui est une petite révolution par rapport à l'entreprise capitaliste, dont c'est le moindre des soucis, hein, de gérer cette entreprise en fonction des intérêts des salariés et de la qualité des produits. Hein. Vous avez tous entendu parler de l'obsolescence programmée, etc., etc. Bon. Donc, un nouveau statut de l'entreprise me paraît être indispensable, même sous le capitalisme, parce que ça, c'est issu directement de la lutte des classes, et je considère qu'on y est en plein dedans. Bien, pour finir, excusez-moi Yves, j'ai été long. Pour finir, quelques appréciations critiques sur tout ça. Lorsqu'on regarde de près, on fait tous ces projets. Bon, certains sont tout à fait intéressants, mais on ne peut faire que quelques observations critiques quand même. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un milieu précis, et on ne peut pas en faire abstraction. D'abord, notamment dans ce bouquin, une sous-estimation flagrante de la destruction de la souveraineté populaire par les appareils de l'Union européenne, par l'euro, par la BCE, par le FMI, par l'OMC, j'arrête là, qui réduisent absolument à rien les conditions de possibilité de la démocratie directe dans chaque pays membre. Donc mettre en place une démocratie directe, ça veut dire qu'on sort de l'euro, de l'UE, pardon, et de l'euro. Bon. Ce qui, dans ce bouquin, n'est absolument pas abordé. Deuxièmement, la sous-estimation totale de l'importance de l'État. Vous avez remarqué qu'il parle d'un gouvernement, comment il appelle ça là, bref, hein, une sorte de gouverneur avec quelques ministres, etc. Bon, nous n'avons pas cette conception de l'État. Pour nous, l'État, c'est un organisme qui a pour charge
d'organiser la vie politique et économique dans une communauté politique, démocratique et républicaine. Et on ne peut pas rayer comme ça d'un trait de plume cette organisation étatique. Même si on considère qu'à terme, l'empuissancement, je persiste ici, des citoyens entraînera obligatoirement un affaiblissement des pouvoirs de l'État. Mais l'État doit absolument rester une structure d'organisation sociale, politique et économique. Par exemple, il est impensable que n'importe quel scope produise n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Il faudra bien qu'il y ait une sorte de coordination nationale qui respecte les besoins populaires. Bien, autre problème donc. Et à un moment où l'État, justement, est attaqué de toutes parts, il est attaqué par le bas, avec les eurorégions, dont on propose la suppression. Il est attaqué par le haut, par la Commission de Bruxelles, et tous les organismes donc, de l'Union européenne. Et bien évidemment, proposer 14 500 agoras d'organisation de ce type, avec un État qui serait amoindri, cela me paraît être tout à fait dangereux, voire naïf. Donc il faut corriger naturellement cette affaire-là. De plus, rien ne nous est dit sur la dialectique du local, collectivité territoriale, c'est-à-dire de l'horizontal, et du vertical, c'est-à-dire de l'État et de la coordination dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut que la démocratie directe résolve le problème très complexe de l'horizontalité et de la verticalité, tout en restant un système démocratique. Si ça doit reculer, si on doit reculer, c'est pas la peine. Bon, c'est possible, naturellement. Ensuite, j'ai presque fini, la proposition de RIP est bel et bien à retenir, mais dans les conditions organisationnelles que j'ai essayé de résumer. Sinon, on arrive à des dégénérescences et des manipulations qui défigureraient totalement cet instrument démocratique que peut être le référendum d'initiative populaire. Enfin, la démocratie directe, avec toutes ces institutions spécifiques, j'en ai parlé, le RIC démocratique, pas le référendum plébiscite, naturellement, ni le référendum d'initiative partagée. Les assemblées de citoyens, le mandat impératif, le tirage au sort, la révocabilité des élus et de certains fonctionnaires d'autorité, le droit de pétition législative, l'empuissancement du citoyen, les citoyens actifs, informés, impliqués. Cela ne signifie pas la disparition totale de la représentation. Cela signifie que la représentation subit un contrôle populaire permanent contrôle donc sur les représentants et sur les gouvernants. Voilà. Il me semble que ce que j'ai entendu cet après-midi de la part de Jacques Iconov n'est pas du tout en contradiction avec un certain nombre des points qu'on a évoqués concernant la démocratie participative. Et il me semble aussi que face aux forces considérables qui nous sont opposées, dont on a parlé, qui nous contrôlent tous, comme je le dis, du berceau à la bière. Hein. Voilà, ça passe par l'école, l'entreprise, les médias, l'armée, la police, la religion, l'idéologie, etc., le capital, etc., etc. Bon. Si nous ne
nous ne sommes pas capables de mettre en place une organisation qui soit capable de faire face à tout ça, eh bien, il est clair que nous serons balayés. Pour finir, je dirais que le système représentatif à la CIS, j'en connais pas d'autre, hein. Le système représentatif, il est forcément un dessaisissement du citoyen. C'est du CIS tout cru, depuis 2 siècles et des poussières. Bon. Ce système-là, à notre avis, je pense, est totalement épuisé. Totalement épuisé. Le temps est venu de la démocratie délibérative, et ce temps est devant nous. Et je pense que c'est en cela que nous serons fidèles, encore une fois, au mouvement des Gilets jaunes. Et je terminerai sur une petite formule que j'aime bien, parce que nous sommes engagés dans un combat social, politique, économique tout à fait considérable, et en face, ils utiliseront tous les moyens disponibles pour éviter quelque progrès que ce soit au niveau démocratique. Je dirais même qu'ils sont en train de nous faire régresser. On a pris un certain nombre d'exemples. Et moi je dirais pour finir qu'on ne tire pas impunément les moustaches d'un tigre. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est de faire de réfléchir à partir de ce qui s'est passé depuis le mois de novembre, à cette démocratie, sachant qu'elle était totalement insatisfaisante, a priori en tout cas comme ça. Et donc, nous à Caen, on a décidé au mois de janvier de faire une réunion sur ces problèmes de démocratie avec des Gilets jaunes. Pendant 4 ou 5 semaines, il y a eu du monde, et après, ça s'est étiolé et on a dû s'arrêter. La démocratie qu'on avait essayé sur laquelle on avait réfléchi, qui nous paraissait une vraie évolution, sans doute qu'on avait été un peu trop gourmand, et c'était essentiellement basé sur Christian Lauru, là, et ses vidéos, qui donc, bon, ils ont travaillé, ce sont des gens de Lyon, ils ont travaillé là-dessus de manière assez profonde, et donc, quand on y regarde après, avec un peu de recul, on s'aperçoit que, d'abord, nous, on n'était pas préparés pour ce genre de truc à ce niveau-là, c'est sûr, mais on était pris par le temps, en se disant qu'il fallait absolument que, en tant que Pardem, on essaie de proposer des choses, voilà. Donc, on s'est lancé, on a décidé ça, et on y est allé. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les gens n'étaient pas forcément prêts, ne sont sûrement même pas forcément prêts à passer un temps considérable tous les matins ou tous les jours dans des agoras ou à s'occuper de démocratie et donc de se plaindre, en tout cas aussi profonde que celle-là. Pour autant, celle que nous connaissons aujourd'hui, elle est effectivement extrêmement remise en cause, sans doute pas seulement en France, d'ailleurs on voit bien que ça bouge de partout et que elle, comme le disait Jean-Michel, elle est quand même vraiment sur la corde raide, elle a vieilli, et donc elle est interrogée, et effectivement elle est de plus en plus mise à mal par une dérive présidentielle qu'on connaît bien. Elle est elle-même contenue dans une mondialisation qui, au cours des dernières décennies, a éloigné la prise de décision par une large attaque de la souveraineté nationale. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous, de manière précise. Et donc, en réalité, bon, là où il y a un peuple, pour être bien clair, il doit y avoir des décisions. Et c'est aussi simple que ça, finalement. Maintenant, il faut le mettre en place. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Effectivement, on ne décide plus de tout ça. Ça a été dit en permanence.
Donc il faut, en tout cas, je crois qu'on a le dos au mur dans ce domaine et qu'on ne peut pas faire l'économie de réinterroger cette démocratie représentative, d'autant que, ça a été dit, hein, ils ne vont pas nous faire de cadeaux en face. Et donc, je pense même que plus le néolibéralisme va évoluer, plus il aura tendance à supprimer une partie de la démocratie. Celle d'aujourd'hui, qui n'est déjà pas une vraie démocratie. Donc, on a un petit peu le dos au mur et il faut qu'on propose, qu'on avance, qu'on propose des choses. Sinon, on voit bien d'ailleurs depuis quelques mois, le pouvoir ne recule devant rien. Hein. L'autoritarisme est très important et je ne pense pas que ce soit fini, puisque quand on voit les préparations qu'on a au niveau gilet jaune pour la semaine prochaine, là, j'imagine que ça va chauffer. Donc, on a besoin certainement de faire évoluer tout ça. Après tout, la démocratie représentative, c'est une démocratie issue de la prise de pouvoir de la bourgeoisie, hein, il y a 230 ans. Hein. Et avant d'autres choses, effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, existaient. Il n'est donc pas anormal d'aller vers une démocratie où le peuple n'est plus seulement représenté, mais où il est force de proposition et maître de ses décisions. Quelle évolution on pourrait proposer aujourd'hui en étant le plus pragmatique possible? Tout d'abord, je pense que la démocratie est un processus qui a deux composantes permanentes. Hein. Il y a donc une composante de prise de décision, d'envie, hein, de formation, ça c'est le peuple, d'obligation éventuelle. Ça pourrait, effectivement, il pourrait y avoir, on avait réfléchi, on pourra en discuter, de ce que serait une obligation démocratique. Donc ça c'est donc une des composantes, qui doit être donc la plus large possible, et une composante de stabilité et d'efficacité. Donc sur la prise de décision la plus large possible, ce qui vient à l'idée, c'est effectivement l'exact contraire de ce que nous avons aujourd'hui avec ce régime présidentiel. Pour autant, la stabilité et l'efficacité interdisent des longueurs en termes de prise de décision, d'autant plus que nous aurons en face, je viens de le dire, un ennemi de classe qui ne nous fera strictement aucun cadeau. L'idée, en tout cas, que moi je défends aujourd'hui, après toute cette évolution, elle est relativement simple finalement, c'est donc permettre au peuple de conserver la main en toutes circonstances, mais sans qu'il n'ait le poids total et permanent sur les épaules. Je crois qu'on ne peut pas aller aujourd'hui plus loin que ça. Et c'est pour demain, moi, je propose. Hein, voilà. Et donc, effectivement, il s'agit donc d'une forme de compromis par rapport à ce qu'on pourrait... c'est pas une évolution extrêmement importante, mais il y aurait donc effectivement des instances représentatives. Il s'agit plutôt d'une démocratie, j'appellerais semi-directe, hein, en ce sens que, et on pourrait donner des exemples, mais je vais m'arrêter parce qu'on a été assez long en tout. L'idée, en tout cas pour moi, c'est que avec les différents référendums qu'on peut mettre en place, soit en amont ou en aval, et ça, il faut que ce soit constitutionnalisé, bien sûr, avant, hein, ça, donc la constituante, le truc, tout ce qu'on a eu cet après-midi, ça élague un petit peu ça nous donne une sorte de bouffée d'air, hein, c'est incontestable. Et donc, il y a là, je pense, dans la mesure où le peuple peut décider de mettre en place un référendum, soit pour créer une loi, soit pour faire une modification constitutionnelle ou législative, soit pour en abroger une. Donc, voilà, c'est uniquement ça qui m'intéresse pour l'instant, compte tenu, je le répète, hein, c'est important, de l'expérience qu'on a vécue, où je pense pas, moi, que pour l'instant, je ne suis pas capable, en tout cas,
de faire en sorte que les gens viennent dans des agoras et se lèvent le matin en se disant quelle loi je vote demain, cet après-midi ou demain. Enfin, ça me paraît complètement impossible. Mais pour autant, voilà, cette idée, c'est que le peuple doit reprendre le pouvoir. Ça me paraît aussi être une nécessité absolue. Et je crois que c'est là qu'est le compromis. Voilà.